on va parler des ETF. Parce que autant je n'ai pas acheté d'or, autant je parle mais j'en parle régulièrement dans mes vidéos, autant je parle très régulièrement des ETF et notamment des ETF value et dividendes. Alors, moi, je ne suis pas un gros acheteur non plus d'ETF, j'achète plutôt des actions en direct parce que j'aime bien ça, parce que j'aime bien passer du temps à les regarder, parce que voilà, je vais regarder les bilans de l'entreprise, ce qu'elle projette. Je voyais, il y avait des gens qui parlaient tout à l'heure de Total ou de BIC. Voilà, c'est des entreprises que moi j'aime bien acheter. Tiens, BIC aussi, il y avait eu une vidéo sur eBook, tiens, sur BIC, je me rappelle. Et donc, voilà, moi j'achète plutôt des actions, mais c'est vrai que quand on n'est pas un spécialiste des actions, quand on n'a pas envie d'y passer beaucoup de temps et voire même quand on a un petit peu peur, parce que quand vous achetez BIC, bah, vous achetez pas Total, quand vous achetez Total, vous achetez pas Michelin, donc voilà. Quand on a un petit peu peur, eh bien, ce qui est intéressant peut-être, c'est les ETF. Et je parle moi très souvent d'ETF value, d'ETF à dividende, à mes auditeurs, parce que ça permet d'acheter d'un coup. Tout à l'heure, on parlait du Standard & Poor's 500 ou du CAC 40. Bah, je peux acheter d'un seul coup un ETF chez Amundi, par exemple, qui va faire une réplication physique du CAC 40 et qui va garder l'argent. Donc, j'aurai vraiment le développement du CAC 40 GR, comme Marie le montrait tout à l'heure, c'est-à-dire les dividendes inclus et qui resteront dans l'ETF. Et je peux avoir d'autres ETF, Standard & Poor's 500. Il y en a un dont je parle souvent, c'est SPPR, qui est un ETF Standard & Poor's 500. Même chose, qui accumule les dividendes et qui en plus a un hedge, donc une assurance entre l'euro et le dollar. Parce que même chose, quand je vais acheter moi une action en direct, qu'est-ce que j'ai acheté? T. Rowe Price Group, il n'y a pas très longtemps, qui est un gestionnaire d'actifs. J'ai acheté des actions chez lui, mais il est américain, donc il est en dollars. Et je peux avoir mon action qui monte et en même temps, l'écart euro-dollar qui se fait. Donc, je perds de l'argent alors que j'ai fait le bon choix. Donc, c'est une catastrophe. Parce qu'avec un ETF, vous pouvez trouver des ETF comme le SPPE qui vont vous assurer contre le risque de change et vous n'aurez pas ce genre de petits problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté du Standard & Poor's, par exemple, et qui perdent de l'argent, pas à cause de leur achat, et de l'achat était intelligent, mais à cause du change entre l'euro et le dollar, ce qui s'inversera peut-être l'année prochaine, donc on ne peut pas parier là-dessus, mais voilà. Donc pour pouvoir en parler, j'ai invité trois experts. On a Anthony Busco, qui est, j'ai oublié, business manager chez Aucoffre. On Bonjour. a Jérémy Blackwell, qui est le banquier des stars de la tech et qui est surtout gérant de fortune. Et on a Marie de Rem, pardon, qui est sur Ibou. Alors, Ibou, c'est une chaîne YouTube que de plus en plus de personnes connaissent, mais c'est aussi un outil informatique pour vous aider à choisir les placements et les actions que vous pouvez prendre. Vous avez des liens pour tout le monde dans la description de la vidéo. Et juste avant de commencer, je veux remercier le sponsor de cette vidéo, d'autant plus qu'on a un représentant du sponsor avec nous. Le sponsor de cette vidéo, c'est Aucoffre. Donc, aucoffre.fr, c'est une société qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent. Il y a deux autres métaux précieux, c'est ça, Anthony, qu'on peut acheter avec Aucoffre? Oui, du platine et du palladium également. Voilà. Et qui a un énorme avantage, je dirais, c'est de conserver cet or ou ces métaux précieux pour vous. C'est conservé dans des coffres hautement sécurisés, dans des coffres qui sont sous douane à Genève. Alors, est-ce que, Anthony, tu pourrais nous dire rapidement quel est l'intérêt d'avoir des coffres sous douane? Oui, alors le principal intérêt de conserver l'or par notre intermédiaire, c'est d'une part qu'il est en dehors du système bancaire. Et lorsque l'on détient de l'or, l'objectif, c'est de se débancariser pour la plupart de nos clients. Donc là, il est en dehors du système bancaire et en plus de ça, il est en dehors de l'Union européenne. Et on sait que parfois l'Union européenne peut prendre des mesures restrictives quant à l'épargne des Européens. En tout cas, on en parle de plus en plus. Donc là, le fait de le stocker en Suisse procure ces deux avantages, en plus de l'aspect sécurité, évidemment, et de l'aspect liquidité, puisque le fait que l'or soit conservé chez nous, eh bien, forcément, le jour où on veut le revendre, c'est extrêmement simple.
Et au coffre.fr, alors vous existez depuis 15 ans, vous avez 40 000 utilisateurs et vous avez à peu près 1 milliard d'actifs sous gestion. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui maintenant a pas mal d'ancienneté, a une certaine taille et qui permet d'acheter. Alors, facilement, on en parlait hors direct, juste avant. C'est facile d'acheter de l'or sur Au Coffre. Donc, c'est aussi un énorme avantage. En tout cas, merci beaucoup de sponsoriser ce live. Et donc, j'aimerais savoir si on va commencer avec Marie, si pour toi, justement, l'investissement en actions est une bonne chose. Je complète juste les choses en disant qu'on a actuellement peut-être une bulle sur tout ce qui est IA. Alors, le CAC 40 n'est pas concerné par l'IA, hein, mais malheureusement, on peut dire. Mais on a une bulle probable sur l'IA actuellement. En tout cas, on en parle de plus en plus. Et donc, on peut avoir un Standard & Poor's qui se retourne complètement et qui s'effondre. Parce que quand Nvidia s'effondrera, ça fera très, très mal au Standard & Poor's. Donc voilà, est-ce que tu penses que pour 2026, les actions, les ETF, c'est quelque chose à faire, ou est-ce qu'il faut faire vraiment du stock picking et faire très attention à ce qu'on achète? Nous, chez Ibo, on est plutôt stock picking, hein, mais je vais quand même revenir brièvement sur tout ce que tu as dit. Tu as dit beaucoup de choses. Oui, mais oui. Oui, effectivement, bulle probable sur l'IA. Le truc, c'est que c'est comme la bulle Internet. Hein, elle avait été annoncée dès 96, il me semble. Elle a explosé en 2000. Donc, effectivement, bulle nette sur l'IA, tout le monde en parle, mais ça peut encore durer 3-4 ans. Et en attendant, comme je disais, la bourse, on ne peut pas s'en passer parce qu'il y a tellement de choses à faire que voilà. Donc pour moi, incontournable dans tous les cas, la bourse, quel que soit le contexte. Maintenant, il faut bien choisir ce qu'on achète. Alors nous, on est très stock picking chez Ibu. On propose à nos clients qui sont des particuliers de les aider en ce choix-là. Mais je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de s'y mettre parce que voilà, il faut quand même y passer du temps, s'intéresser au dossier, etc. Moi, je trouve ça passionnant, mais tout le monde n'a pas ce temps et cette volonté-là. Donc pourquoi pas les ETF? Mais maintenant, il faut regarder quels ETF. Parce que comme tu l'as très bien dit, on achète un ETF du S&P aujourd'hui, c'est pas top. Et même si le S&P décroche, le CAC, même si malheureusement on n'est pas concerné par l'IA, on va quand même décrocher un peu aussi. Et je crois que j'ai mis un slide justement de l'ETF Amundi dont tu parlais. Ça va être le dernier de mes slides, donc le 5e si tu veux le montrer. Donc c'est un ETF proposé par Amundi, qui est un ETF dividende sur l'indice CAC 40. Je vous ai représenté son évolution en bleu. Et donc voilà, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les droits de régression qu'on utilise chez Ibu, mais en fait, nous, on suit une loi financière, si je veux dire, sur les marchés financiers, qui est que sur une durée suffisamment longue, on peut considérer que les marchés financiers suivent une loi log normale, c'est-à-dire une loi statistique. Et donc, cette loi statistique, concrètement, hein, c'est ce qu'on voit, c'est que le cours que j'ai représenté en bleu, sur la longue route, revient à sa moyenne que j'ai représentée en rouge, donc on appelle la droite de régression. Et qu'il passe un peu moins de 70% de son temps entre +1 et -1 écart type autour de sa droite de régression en rouge. Donc les écarts types, c'est les lignes en pointillés. Et que 95% du temps, il est entre +2 et -2 écarts types. Vous avez vu, vous avez 2 lignes d'écart type au-dessus. Je passe rapidement, mais là, ce qu'on voit, du coup, c'est qu'on est environ, pour cet ETF, à +1 écart type au-dessus de la moyenne. Donc, on n'est pas dans une zone de surévaluation très marquée, mais on est quand même plutôt dans une zone de légère surévaluation statistique. Et donc, si on achète cet ETF aujourd'hui à ce prix-là, il y a quand même une probabilité forte qu'il y ait un retour à la moyenne à moyen ou long terme. Et donc, si on regarde la performance historique de cet ETF, donc la performance moyenne, elle est représentée en rouge, elle est de 6,4% par an. Ce qui est pas si mal, mais pas top non plus, mais pas si mal. Mais en revanche, si on l'achète à ce prix-là aujourd'hui, donc un peu surévalué, au moment du retour à la moyenne, ça aplanit complètement notre performance moyenne. Et donc, on a une performance qui passe à 3,5% par an en moyenne. Et donc là, pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant. Alors qu'effectivement, il y a des ETF sur certaines zones géographiques. Je n'ai pas mis d'exemple, hein, parce que voilà, on a tout un panel d'ETF qu'on propose sur notre site. Mais en choisissant des ETF sur certains secteurs ou sur certaines zones géographiques, on aura pour le coup une vraie décote. Et donc, l'idée, c'est donc de maximiser sa performance en jouant le retour à la moyenne, plus la performance normale des actions. Donc voilà, ETF, oui, pourquoi pas, mais pas n'importe lequel. Et voilà, acheter un ETF dividende à une période où les indices sont
clairement le CAC, on n'est pas du tout dans une bulle, mais voilà, on n'est quand même pas donné. Et c'est pas forcément l'idée du siècle d'acheter un ETF dividende sur l'indice CAC 40. Voilà. Donc ETF, pourquoi pas, mais à choisir avec soin, au cas par cas et en prenant le temps de travailler son sujet. D'accord. Toi, tu es plus sur le fait d'acheter des actions en direct. Mais pour moi, tu vois, pour reprendre l'exemple qu'avait donné un des intervenants, une personne dans le chat tout à l'heure, où il parlait de Total, où il parlait de BIC, ou même où on peut parler de Michelin, c'est des boîtes exceptionnelles. Toutes les trois sont vraiment des très, très belles boîtes, mais toutes les trois se sont plantées cette année, mais comme rarement, quoi. C'est horrible d'avoir. Moi, j'ai ces trois-là, je les ai. C'est pas les seuls que j'ai, heureusement, mais ces trois, je les ai. C'est des très belles boîtes, très solides, quasiment pas de dettes, enfin des dettes extrêmement raisonnables pour toutes, et des positions très fortes. Et en même temps, elles n'ont rien fait. BIC s'effondre complètement, même. Total fait pas terrible. Michelin fait encore moins bien que Total. Enfin voilà, ceux qui ont acheté Value, en ce moment, comme tout l'argent va à l'IA, ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau, quoi. Donc, est-ce qu'il faut vraiment continuer à aller acheter action par action et faire du stock picking, ou est-ce qu'il ne faut pas aller avec la grande masse, quoi? Moi, je pense que dans l'absolu, il faut toujours acheter. Il faut vraiment avoir l'essentiel de son patrimoine en action quand même, parce que quand bien même, je vous montrerai les dangers relatifs à un ETF, mais je pense qu'il vaut mieux acheter un ETF que n'importe quoi d'autre hors de la bourse, parce que on l'a vu, je l'ai montré sur ce graphique de 150 ans, dans la durée, c'est toujours la bourse et l'indice qui gagnent en termes de performance. Donc ça, voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il vaut mieux faire du stock picking, notamment dans les périodes d'indices élevés. Mais il vaut quand même mieux acheter un indice élevé que pas de bourse du tout. Enfin, voilà. Et ensuite, sur ta question sur la value où on peut se planter, en fait, toute la base de l'investissement value, c'est justement d'acheter quand c'est bas, quand ça s'est planté, en fait. Un Michelin, c'est un équipementier automobile. On est dans le bas de cycle ou proche du bas de cycle automobile. Donc, c'est peut-être le moment où il faut commencer à les regarder, justement, ou le moment où c'est à la cave, où personne n'en veut, parce que voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut l'acheter, et pas forcément il y a 2-3 ans. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, privilégier la value. L'approche value, c'est acheter des belles sociétés solides, oui, leaders avec des positionnements forts, et les acheter au moment où elles vont moins bien en termes de valorisation. Alors, bien sûr, tout le travail qu'on fait chez eBoom et que doit faire l'investisseur, c'est de dire, est-ce que cet état est permanent, ou est-ce qu'au contraire, c'est juste conjoncturel et ça va remonter après. Et donc, c'est là où il faut pas se planter. Et là, sur les 3 exemples que tu as cités, j'aurais 3 réponses différentes, parce que BIC, si on regarde les 3 produits, les briquets, les rasoirs et les stylos, et sur ces 3 marchés, ils sont menacés quand même par une baisse des usages. C'est quand même, les gens fument moins, les gens écrivent moins, et les gens se rasent moins aussi. Donc, ils essaient de se diversifier, et ils réussiront peut-être, parce que le rasoir, notamment, c'est une acquisition qu'ils ont faite pour se diversifier, et qui les a quand même portés pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'ils sont laissés sur leurs 3 marchés, ils ont des produits qui sont jetables pour la plupart, donc c'est pas non plus vachement dans le vent, si j'ose dire. Donc il y a une vraie question sur BIC. Pour moi, à titre personnel, j'y vais pas, mais quelqu'un qui aura bien étudié le dossier, qui sera à fond dedans, en disant bah oui, mais ils viennent de racheter des brosses à cheveux, ça va vachement bien marcher, achetons BIC. Là, il faut y aller, il faut avoir une conviction. Voilà. La mienne aujourd'hui, elle n'est pas sur BIC, mais voilà. Une boîte comme Michelin, qui est leader mondial sur un secteur qui, à mon avis, sur un secteur, c'est pas à mon avis, c'est un secteur qui va repartir à terme. Je suis beaucoup plus sereine. Voilà. Après, bien sûr, il y a la concurrence chinoise, etc. Mais pour bien connaître le secteur, je crois plus en Michelin qu'en BIC aujourd'hui. Mais voilà. Donc oui, je crois plus au stock picking au cas par cas. Après, à choisir dans tous les cas, je choisis la bourse, y compris via un ETF, plutôt qu'un autre placement. Voilà. D'accord. Et toi, Jérémy, alors tu as sûrement plus dans la gestion de fortune, et particulièrement de gens qui viennent de la tech. Est-ce que tu as des gens qui vont acheter des ETF en gros, ou des gens qui vont être uniquement à se dire il faut Nvidia parce que Nvidia c'est l'avenir, même s'il est acheté, je sais pas, 50 fois ses bénéfices, enfin plus qu'aucune entreprise n'a été achetée, ou des gens qui vont, c'est-à-dire, tes clients vont plutôt aller vers des ETF d'indices, peu importe lesquels, ou vers du stock picking value, ou aller tous vers du Nvidia parce qu'ils sont dedans et ils sont persuadés que c'est ça qui
qui fait l'avenir? Alors, en gestion de fortune et globalement, plus on fait de la gestion de patrimoine avec des montants importants, c'est vrai que la part de bourse est toujours assez importante, à peu près 40-50% en moyenne pour des clients, puisque voilà, c'est ce qui rapporte le plus à terme. Après, par exemple, moi qui ai toujours été très tech dans mes allocations et très US, là cette année, par exemple, j'étais plus investi pour mes clients en Europe. Donc oui, bien sûr, j'avais acheté pendant le creux de la tech, mais j'ai revendu assez vite parce que les valorisations sont très exigeantes sur certains titres. En fait, bulle de l'IA ou pas, c'est compliqué de se prononcer. Oui, il y a probablement une bulle. Est-ce qu'elle va éclater maintenant ou pas et quel sera l'impact? En fait, l'IA, c'est un peu spécifique parce que ça concerne à peine une dizaine de valeurs qui sont vraiment en bulle aux US. Donc voilà, il y a Nvidia, il peut y avoir Palantir, Tesla, il y a quelques valeurs qui sont en bulle. IA ou même pas complètement IA comme Tesla, mais qui sont dans des sortes de hype un peu irrationnels. Donc pour moi, c'est assez dangereux en ce moment et j'ai fait plusieurs posts LinkedIn pour alerter sur le sujet déjà avant que la baisse ne commence, d'avoir des ETF globaux type des ETF S&P 500 par exemple, parce que en fait dans un ETF ou même un ETF MSCI World qui est l'ETF voilà, qui joue toutes les bourses du monde, parce que dans un ETF MSCI World qui est censé être l'ETF le plus diversifié, en fait dedans il y a 80% de S&P. Et dans le S&P, il y a 50% de la performance qui se fait récemment sur quelques valeurs tech et notamment IA. Donc en fait, les ETF sont très concentrés quand même sur la tech et sur les US. Et voilà, donc dès qu'il y a une petite correction comme on a eu récemment, on peut facilement perdre 10% sur l'ETF qui nous a été un peu vendu comme quelque chose d'assez diversifié, de très diversifié et de défensif. Donc moi, je suis beaucoup plus sur le stock picking, d'autant plus que je suis un gros fan de bourse. Moi, je fais de la bourse, j'investis en bourse depuis que j'ai 10 ans, donc j'adore ça. Et donc, je suis beaucoup plus stock picking aussi pour mes clients ou sélection de fonds, mais qui vont être des fonds vraiment diversifiés. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, je conseille plutôt d'avoir plus d'Europe que d'US, parce qu'il y a quand même un risque de forte baisse aux US, et même si ça baisse aux US, ça baissera quand même en Europe, ça baissera quand même beaucoup moins en Europe puisqu'on n'a aucune valeur, malheureusement aucune valeur IA, et il peut même y avoir une rotation des actifs vers un retour sur des titres plus rationnels, plus solides, avec voilà, des valorisations plus faibles. Donc peut-être qu'il y aura pour l'an prochain moins de personnes qui voudront investir dans des boîtes IA, mais plus de personnes qui voudront investir dans des belles boîtes, des sociétés en croissance, mais justement hors IA. Et ça, on en a quand même heureusement en France et en Europe. Donc bon, je pense qu'il faut avoir toujours quand même des US, mais faire attention en ce moment à court terme, en tout cas sur les US, même si à long terme, ça surperforme quand même toujours nettement. Et même si je suis assez pessimiste sur la France, notamment au niveau économique à long terme et dans une moindre mesure sur l'Europe, plutôt surpondérer, je pense, l'Europe, en tout cas dans les prochains mois, voire pour l'an prochain, puisqu'il y a aussi un gros plan, notamment de relance en Allemagne, qui pourrait stimuler un peu les marchés. Après, pour ce qui est spécifiquement des ETF value et dividendes, bon, moi, ma conviction, c'est que pour gagner de l'argent en bourse, il faut plutôt être sur des valeurs de croissance que sur ce type de valeurs. Et d'ailleurs, si on regarde sur 5, 10, 20 ans, c'est quand même les valeurs de croissance qui ont largement surperformé. Donc, c'est beaucoup la tech, mais ça peut être du luxe, de la santé, enfin, tous ces secteurs-là. C'est bien aussi d'investir sur certaines valeurs très value. Après, globalement, les valeurs qui donnent beaucoup de dividendes, malheureusement, sont pas celles qui ont les meilleures performances, et ça, on l'observe bien sur 10 ans. Donc, moi, je dirais plutôt avoir de location, on va dire moitié valeur de croissance et moitié valeur très décotée, très value, qui offre souvent des assez bons dividendes, mais pas forcément, notamment pour jouer certaines opérations comme des acquisitions, des retraits de la côte et tout. Mais voilà, moi, pas trop fan de TF pour les raisons évoquées. Après, c'est vrai que c'est quand même pour des personnes qui ont en des montants relativement peu importants à investir en bourse et qui n'ont pas le temps d'y consacrer voilà, qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. C'est vrai que globalement, les ETF, c'est quand même très pratique et ça permet d'avoir une bonne diversification. Mais dans ce cas-là, mettez pas tout sur un ETF, par exemple, de dividendes réinvestis, ou tout sur un ETF S&P, mais choisissez 4-5 ETF différents en Europe, aux États-Unis, sur les valeurs de croissance, sur les valeurs dividendes. Voilà, et c'est comme ça que vous aurez une vraie diversification. Faut pas, sous prétexte qu'un ETF est censé être déjà bien diversifié,
choisir un seul ETF, mais il faut plutôt diversifier. Et moi, dans mes allocations pour mes clients, par exemple, pour un client avec qui je vais mettre 40% en bourse, je vais mettre 30% à peu près dans des fonds qui vont investir dans des titres donc en direct et à peu près 10% en ETF, mais plutôt pour aller chercher des ETF internationaux, par exemple pour un ETF sur la Chine, sur l'Inde, voire sur le Japon ou sur la Suisse, par exemple, pour avoir une expertise que moi je ne peux pas avoir en investissant vraiment dans un panel très large, mais plutôt pour jouer justement des investissements dans des pays hors de France qui sont plus difficiles d'accès. Oui, moi, je parle souvent des ETF à mes auditeurs, mais c'est plus. Moi personnellement, c'est 10%. Voilà, j'ai quasiment tout mon argent en bourse, 99,99%. Et il n'y a que 10% en ETF parce que je me passionne pour les actions, parce que j'aime bien les choisir, parce que j'aime bien les suivre, parce que ça m'amuse beaucoup. Donc, je fais principalement ça. Mais pour des gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la passion, que ça les saoule plutôt qu'autre chose d'aller voir si Michelin a des possibilités de croissance ou pas, un ETF, voilà, vous en achetez 500 d'un coup, vous ne faites pas attention. Vous pouvez acheter l'ETF dont je parlais tout à l'heure là, sur le Standard & Poor's 500 avec l'assurance. La part est à 16 €, donc vous avez 100 €. Vous pouvez déjà acheter les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, ce que vous ne pourriez pas faire si vous achetiez action par action, quoi. Donc, c'est un bon outil de diversification pour des gens qui n'ont pas envie de se casser la tête. Voilà, c'est surtout ça, à mon avis. Encore faut-il que, à mon avis, il faut uniquement de la réplication physique et surtout pas de la réplication synthétique, parce que le jour où on nous annoncera qu'il y a des problèmes avec les swaps, on se retrouvera un peu comme avec les subprimes et tout le monde se désolera du fait qu'on ait fait des bêtises pareilles. Donc voilà. Mais une dernière chose que j'ai vu passer dans les commentaires auxquels j'aimerais qu'on puisse répondre, c'est quand même des gens qui parlent de la possibilité d'un crack ou d'une grosse chute des cours, probablement lié à ce que l'on a actuellement. On a vu le Bitcoin s'effondrer, on a vu les cryptos s'effondrer, on voit qu'il y a une bulle sur l'IA. Et donc, on a eu une personne qui nous disait est-ce qu'on n'est pas proche d'une énorme chute? Est-ce que ce n'est pas dangereux d'investir maintenant? Est-ce que vous ne devez pas prévenir les gens qui vous regardent de la possibilité de cette chute? Alors, je vais laisser Marie répondre à ça, mais moi, ma réponse, ça serait oui, il y aura peut-être une baisse, mais quand vous achetez, alors je ne vais pas donner un titre en particulier parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'avoir poussé les gens à l'acheter, mais quand vous avez une valeur qui a en elle-même un réel marché, une vraie croissance et et une structure saine de bilan, elle chutera peut-être l'année prochaine. Quand j'ai pleuré là un peu sur Michelin, Bic et Total tout à l'heure, elles ont baissé en 2025, mais je les ai gardées parce que je sais qu'elles sont saines, qu'elles ont un bon bilan et qu'il n'y a pas de raison qu'elles fassent faillite, quoi. Donc voilà, j'ai juste à serrer les fesses et à attendre. Donc quand vous achetez ce genre de valeur, même si la bourse baisse, ça veut peut-être dire pendant 2-3 ans serrer les fesses et se dire tant pis, je ne regarde pas mon cours de bourse tous les jours, sinon je vais déprimer. Et attendre juste que ça reparte, parce que ça repartira. Marie, est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Complètement. C'est ce qu'on appelle être main forte, en fait. C'est quand on connaît son dossier. Et c'est vrai qu'on peut moins l'être sur un ETF, parce que voilà, c'est un panier et on n'a pas choisi ses actions. Bien sûr, c'est plus exigeant de choisir ses actions, mais bon, finalement, c'est quand même beaucoup plus simple de choisir des actions que j'anticipe un peu sur l'immobilier dont on va parler après. Mais c'est beaucoup plus simple de choisir une action que de faire du locatif où il faut faire des travaux, etc. Donc, voilà, moi je pense que c'est quand même une manière assez simple d'investir en bourse. Mais si on a bien regardé l'entreprise, si effectivement on est confiant dans la solidité de son bilan, de ses perspectives de croissance, etc. Et si, en bonus, et c'est là tout l'intérêt de l'approche value aussi, si on l'a acheté à un moment où il était décoté, bien sûr, en bourse, il ne faut jamais acheter à court terme. Il ne faut jamais se dire tiens, j'ai envie de faire x2 dans les 12 mois à venir parce que j'ai tel projet dans 12 mois, donc je mets mon argent et puis là, je pense que ça va bien grossir en 2026 parce que tel ou tel facteur me permet d'y croire. Ça, dans ce cas-là, il ne faut pas faire de bourse, ça c'est évident. C'est évident, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, je vous le dis, il ne faut pas en faire parce que le crash est toujours possible. Et évidemment, là, on a 1000 raisons qui pourraient annoncer un crash.
que ce soit les troubles géopolitiques, la bulle de l'IA, etc. Et peut-être que ça se produira à cause de ces différents facteurs, mais la plupart du temps, les crashs, historiquement, on ne les a jamais vus venir. Sinon, forcément, il y aurait beaucoup plus de gens qui en auraient profité. Donc voilà, le crash en bourse est toujours possible et c'est cyclique, c'est même assez sain. En fait, régulièrement, il y a des crashs avec les entreprises qui tenaient pas la route, qui sont un peu purgées, etc. Donc, si on investit en bourse, c'est en prévoyant ce qui peut arriver. Et donc, oui, si j'ai acheté une belle boîte, comme tu disais, solide, avec des belles perspectives, un bon bilan, etc., oui, je peux perdre 30%, 50% demain, c'est tout à fait possible. Mais je sais qu'à moyen long terme, elle va retrouver sa valeur et même plus. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas regarder le cours de bourse. Il faut partir en vacances, penser à autre chose et attendre 3, 4, 5 ans que ça se redresse et que l'investissement porte ses fruits. Mais effectivement, à court terme, la bourse, c'est une très mauvaise idée. À moyen long terme, en revanche, ce sera toujours l'investissement plus rentable et c'est vraiment cette optique qu'il faut avoir. Et bien sûr, choisir le mieux possible au départ son investissement pour maximiser ses performances. Après, que ce soit une boîte de croissance ou une boîte de rendement, on avait ce débat tout à l'heure, la performance, c'est la combinaison de la croissance et du rendement. Donc, effectivement, tant que c'est une bonne boîte, à la limite, voilà, que ce soit avec un gros rendement ou de grosses perspectives de croissance, ou idéalement les deux, vous gagnerez de l'argent à moyen long terme si vous avez bien choisi votre société de manière, c'est-à-dire rationnelle, en fait. Et surtout, si vous n'avez pas paniqué, s'il y a un crash, effectivement, il ne faut surtout pas vendre. Au contraire, si vous avez un peu de cash peut-être placé en or sur vous, vous pouvez en profiter pour renforcer dans la baisse et donc augmenter d'autant plus votre performance. Voilà. Il y a aussi, je me permets de rebondir, il y a une technique aussi qui est très utile pour lisser son prix d'achat, c'est le DCA pour Dollar Cost Average. Et ça permet en fait à une date récurrente, tous les mois par exemple, d'investir en fonction de sa capacité d'épargne, une somme qu'on est capable de placer. Et le fait de faire ça de manière récurrente, on vient aussi lisser les prix d'achat et potentiellement profiter des périodes de baisse qui peuvent survenir au cours de l'année. Donc c'est une bonne manière aussi d'investir sur la durée. Alors, on prend une dernière question.